Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Congo Design Art TV pour cette nouvelle session de art numérique en numéro 4. Alors sur cette session d'art numérique, quatrième partie, nous allons également aborder beaucoup d'autres sujets qui n'ont pas été abordés précédemment, qui nous permettront d'enrichir. Nous étions sur la vidéo numéro 3 sur les définitions d'art et numérique, et cette fois-ci nous serons sur la définition d'art numérique. Merci de vous abonner massivement à Congo Design Art, une chaîne que vous avez pris l'habitude de suivre. Nous remercions également tous nos abonnés et tous ceux qui continuent à nous rejoindre pour ces sessions. Alors précédemment, nous avons parlé des arts et cette fois-ci, nous allons aborder le champ de l'art numérique. Nous sommes toujours sur le module 1, comprendre l'art numérique, et cette fois-ci, nous activons et nous allons tout doucement sur les prérogatives qui sont liées à l'art numérique elle-même. Et donc, de ce fait, pour la première définition, l'art numérique, c'est un ensemble d'œuvres d'art dont le fonctionnement fait appel aux technologies issues de l'informatique et utilisant comme matériaux des données résultant des procédés de quantification et de conversion en valeur de nombres. Voilà, c'est une définition un peu plus longue, mais retenez l'essentiel. Donc, c'est une œuvre d'art dont le fonctionnement fait appel aux technologies qui viennent de l'informatique et des matériaux de quantification en numérisation. Et pour une deuxième définition, nous avons l'art numérique avec S. C'est l'art numérique si est considéré comme un numérique si seulement les éléments sont liés à l'électricité et à l'informatique. Donc, liés à l'électricité et l'informatique, si ces éléments sont prépondérants dans la matérialité et le fonctionnement de l'œuvre. Donc, si l'œuvre que nous avons devant nous utilise l'électricité et utilise également les technologies de l'informatique, donc là, on peut parler d'art numérique. Et on dit que ça fait partie de son fonctionnement. Donc là, les commentaires viendront un peu plus tard. Nous continuons donc avec ces définitions pour dégager encore d'autres procédés. Alors, l'art numérique, c'est aussi une position artistique par rapport aux techniques et ça désigne un ensemble varié de catégories de création qui utilisent les spécificités du langage numérique. Donc là, pour s'arrêter là, on parle de l'art numérique également comme une position. Quelqu'un qui revendique quelque chose utilise un média qui est numérique, qu'il veut revendiquer cette appartenance à une société qui est aujourd'hui remplie d'éléments électroniques. La télé, le smartphone, les véhicules, les objets connectés, tous que nous sommes en train d'utiliser maintenant sont en train de basculer vers l'électronique. Et nous continuons bien évidemment avec cette définition. L'art numérique a aussi d'autres appellations comme art des nouveaux médias. Donc vous entendrez certainement l'art multimédia ou l'art informatique. Et donc voilà pour les trois aspects de l'art numérique que nous venons d'aborder. Et donc nous allons continuer brièvement avec l'historique de l'art numérique. C'est ce qui est important à comprendre. On ne peut pas parler d'art numérique aujourd'hui sans parler de l'informatique, sans parler également du numérique. Et pour mieux comprendre l'art numérique, nous devrions en premier lieu comprendre l'histoire du numérique. Et celui qui veut parler de l'histoire du numérique doit parler de l'histoire de l'informatique. Et donc dans le numérique, cela nous renvoie à l'histoire de la programmation et du codage. Le codage et de l'informatique. On ne peut pas aujourd'hui parler de tout ce que l'on utilise sans pourtant nous référer à l'histoire. Parce que sans cette histoire-là, il n'existerait pas de numérique. Alors, les personnages clés que nous allons aborder dans cette histoire du numérique, l'histoire de l'art numérique, c'est d'abord et avant tout trois noms. C'est vrai qu'il y en a beaucoup,
mais je vous cite 3. On cite Ada Lovelace, qui est en Angleterre. On cite Arthur Skerbius, lui qui est allemand. Et nous venons citer un dernier qui s'appelle Alan Turing, qui lui aussi est anglais. Alors ces 3 noms, évidemment qu'il y en a beaucoup, mais si on prend par ordre chronologique, Ada Lovelace est bien avant Arthur Skerbius, qui lui est bien avant Alan Turing. Alors nous continuons. Alors ce petit portrait, c'est le portrait de Ada Lovelace. Bon, vous voyez que c'est un portrait d'époque. Donc, elle est vraiment née dans les années 1800. Et pourquoi cette femme est aussi importante? Parce que c'est, dans l'histoire de l'art numérique, c'est la première codeuse. La première personne à avoir mis sur place l'ancêtre de l'algorithme ou le codage qu'on utilise aujourd'hui. Alors, Ada Lovelace, c'est vraiment une histoire assez particulière. Et je fais appel à notre assistante du jour. Je l'appelle comme ça. Elle se trouve sur Internet. Vous trouverez facilement cette histoire de Ada Lovelace sur des chaînes YouTube. Mais je fais appel à elle pour mieux vous expliquer, parce que moi je suis un peu nul dans l'histoire de Ada Lovelace, et je vous invite à suivre. On va l'appeler Marie. Alors Marie, qu'est-ce que tu nous dis à propos d'Ada? Bonjour à tous, vous me voyez bien? Vous m'entendez bien? Parfait. Vous imaginez, vous êtes là sur votre ordinateur, votre smartphone ou encore votre tablette, que sais-je, en train de regarder une vidéo qu'on a montée dans un logiciel de montage très complexe sur notre ordinateur. Vous imaginez un petit peu tout ce qui est mis en place pour qu'on puisse faire cette action, vous qui nous regardez? Un ordinateur. Ça, c'est un objet qui, actuellement, dans notre société, on prend ça pour acquis. De temps en temps, on a peut-être une petite pensée pour Steve Jobs ou Alan Turing, merci les gars. Mais saviez-vous que dès le 19e siècle, une jeune aristocrate anglaise a fait énormément pour vous permettre de nous regarder aujourd'hui? Cette femme que l'on a pu retrouver aux côtés du docteur dans la deuxième partie de l'épisode Spellfall, c'est Augusta Ada Byron King, comtesse de Lovelace. Née en 1815, Ada Gordon est la fille du poète Lord Byron et de la passionnée de mathématiques Annabella Milbank. Ada développe dès l'enfance une fascination pour son père fantasque, alcoolique et violent, qu'elle n'a jamais connu. Sa mère, craignant qu'elle ne suive le modèle d'artiste dépravé qu'il représente, lui offre donc une éducation stricte et rigoureuse auprès de précepteurs réputés, mettant un point d'honneur sur les mathématiques et les sciences. Ceci est très mal perçu par la haute société de l'époque. Une jeune fille n'est pas censée utiliser son cerveau, ça va la fatiguer. Pas de chance pour Ada, elle aura toute sa vie une santé vacillante, et ses nombreuses douleurs et nausées vont donner du grain à moudre aux gens adeptes de ces théories fumeuses. En 1835, Ada épouse William King, qui deviendra plus tard comte de Lovelace, et devint ainsi Lady Ada Byron King de Lovelace, Ada Lovelace pour faire court. Mais avant d'épouser, Ada avait déjà commencé à se faire une place dans le milieu scientifique. En 1833, alors qu'elle a 17 ans, sa tutrice Mary Somerville lui présente Charles Babbage, un mathématicien reconnu travaillant sur la machine à différence, une calculatrice géante et extrêmement complexe équipée d'une imprimante. Cette machine fascine Ada et une relation d'amitié sincère se crée entre les deux. Pendant une dizaine d'années, ils correspondront régulièrement et Ada rendra de temps en temps visite à Babbage pour voir les évolutions de sa machine à différence. Il lui confie alors que celle-ci n'est qu'une mise en bouche comparée à celle qu'il est en train de développer, la machine analytique. Babbage avait eu cette idée en observant un métier à tisser de jacquard, basé sur un système de cartes perforées guidant des crochets et permettant de tisser à la chaîne des motifs complexes. Le principe, dans les grandes lignes, une carte perforée est poussée sur une série de tiges reliées à des crochets. Si la tige passe dans un trou, le crochet ne bouge pas. Sinon, la carte pousse la tige qui met le crochet en mouvement. La machine analytique fonctionne sur un modèle similaire. Les cartes perforées donnent des instructions à réaliser à la machine. Quand un rouage rencontre un trou, il reste immobile. Quand ce rouage rencontre la carte, il bascule et entraîne dans son mouvement un système très complexe d'engrenage. Elle permet donc de réaliser des calculs beaucoup plus compliqués que la machine à différence. Mais Ada n'aura pas vraiment à ce moment-là l'occasion de s'intéresser plus à cette machine qui la fascine. Elle est rattrapée par la vie d'une femme de son époque, à savoir tenir un foyer et pondre des gosses. Elle en aura 3 entre 1936 et 1939 et chacune de ces grossesses mettra sa santé à rude épreuve. Mais les grossesses ne sont pas en cause, dit-on. Ce sont les mathématiques. Ça la fait trop travailler. Refais un gosse, Ada. Là, tu verras, tu te sentiras mieux. Autre temps, autre mœurs.
En 1839, elle se replonge corps et âme dans les mathématiques, aux côtés de nouveaux tuteurs, mais elle reste aussi très proche de Babbage. En 1842, un ami physicien, Charles Weston, propose à Lovelace de traduire un article en français décrivant la machine analytique imaginée par Babbage, écrit par un mathématicien italien nommé Federico Luigi Menebrea. Lorsqu'Ada rend sa traduction à Babbage, celui-ci est impressionné. Elle a annoté l'article de Menebrea, ajoutant ainsi de nombreux détails, certains même auxquels Babbage n'avait jamais pensé. À la demande de celui-ci et appuyée par ses conseils, Ada Lovelace va reprendre ses notes et va au final faire tripler la taille du document écrit par Menebrea. Elle détaille le fonctionnement de la machine, celui des cartes perforées, les emplacements des rouages, les outils annexes, etc. De plus, elle imagine déjà le potentiel de la machine pour la création picturale, poétique ou musicale. Pour elle, cette machine est capable de faire tout ce que l'homme sait faire, à condition que l'homme lui donne le bon programme pour le faire. Elle ajoute également dans le document une pièce essentielle pour l'avenir des ordinateurs, le tout premier algorithme écrit pour être exécuté par une machine, ce qu'on appelle aujourd'hui un programme informatique. Imaginez que dans ce domaine, aucune avancée aussi majeure que celle-ci ne sera faite avant les années 1930, soit 100 ans plus tard. Les avancées auraient pu être beaucoup plus rapides dans ce domaine, mais un problème crucial vint contrecarrer les plans de Lovelace et Babbage: l'argent. Le gouvernement britannique refuse d'accorder des fonds cruciaux pour l'élaboration de la machine analytique. Babbage n'en a construit qu'une infime partie, la machine finale devant atteindre la taille d'une petite locomotive à vapeur. Afin de trouver des fonds, Ada se met au pari hippique, tentant de mettre en place un algorithme pour gagner à coup sûr, dilapidant son argent et s'endettant jusqu'au cou en peu de temps. Ce problème d'argent s'ajoute à son mode de vie déjà considéré dépravé. Elle fume, elle jure, elle est agressive, elle est manipulatrice, elle trompe son mari, bref, elle n'a pas forcément la côte auprès des siens. Sa santé capricieuse est soignée au laudanum, une préparation à base d'opium à laquelle elle est complètement accro. Ada Lovelace n'avait que 36 ans lorsqu'elle mourut d'un cancer de l'utérus. Son histoire tragique est celle d'une femme talentueuse, en avance sur son temps et dévorée par son époque. Selon son désir, elle fut enterrée aux côtés de son père qu'elle n'aura jamais connu et décédée lui aussi à 36 ans. Imaginez un monde où la machine analytique aurait été financée, aurait été construite et aurait été opérationnelle. Imaginez un monde développant le premier ordinateur 100 ans plus tôt. Mais au final, les travaux de Babbage et Lovelace mirent très longtemps avant d'être réutilisés. Aujourd'hui encore, certains informaticiens estiment que l'influence de Lovelace n'était au final qu'anecdotique, alors que ça a quand même été la première codeuse de l'histoire. D'ailleurs, les codeurs du monde entier, même ceux qui pensent n'avoir jamais entendu parler d'elle, la connaissent. Car le monde de l'informatique regorge d'hommages à cette pionnière trop souvent oubliée. L'un des supercalculateurs du CNRS se nomme Ada. Sur les certificats d'authenticité de Windows 95, Microsoft avait fait imprimer en hologramme un portrait d'Ada Lovelace. Et en 1979, le département de la défense américain crée un nouveau langage de programmation qui depuis a été utilisé par des millions de codeurs et d'étudiants en informatique à travers le monde. Son nom, Ada. J'espère vous avoir fait découvrir plein de choses sur cette femme incroyable et visionnaire à la vie palpitante et tragique. Soyez curieuses et curieux, profitez de chaque occasion pour essayer de découvrir les inventions, les idées, les personnes qui ont changé le monde. Je vous retrouverai d'ailleurs très bientôt pour parler d'une autre personnalité présentée dans Spyfall, Nour Inayat Khan. À bientôt! Voici donc notre très cher Marie qui vient de nous parler d'Ada, mieux que moi. Et donc vous vous rendrez compte que à l'époque aussi il y avait des problèmes avec des gens, mais il y avait des femmes talentueuses qui faisaient déjà des choses. Et le problème des sociétés, ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors nous passons évidemment à notre prochaine partie qui concerne très clairement le deuxième personnage, lui qui est assez intéressant parce que c'est un Allemand. C'est Arthur Scherbus. Alors, Monsieur Arthur Scherbus est un ingénieur et électricien. Merci beaucoup. Ingénieur et électricien. Et cet ingénieur et électricien est un Allemand. Et lui, il est très connu parce qu'il a fait breveter un système de chiffrement qui est basé sur des rotors désynchronisés. Alors, je vous épargne tout le mot chiffrement. Les chiffrements sont très utilisés en informatique parce que c'est ça qui permet de coder les informations. Alors, on lui doit quoi à ce monsieur Scherbus? Ce monsieur, on lui doit une machine qui s'appelle Enigma. Cette machine, c'est par définition une machine électromécanique portative servant au chiffrement et au déchiffrement de l'information. C'est une histoire vraiment très très importante qui fait partie de l'histoire de la Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale, quand les Allemands
ont pu inventer une machine qui permettait à toute l'armée de communiquer, mais avec des codes. Donc cette machine, Enigma, c'est celle-ci. Alors, je vous épargne les explications parce que même moi, je ne suis pas très doué pour ça, mais quand on parle d'art numérique et d'histoire du numérique, il faut quand même apprendre comment ça fonctionne. Et donc voilà, quand vous regardez la façade de cette machine, vous voyez déjà le Q, le W, le E, le R, le T. Donc il y avait déjà à cette époque-là quelque chose qui allait faire naître les claviers que nous utilisons aujourd'hui. Et ces claviers, ils n'utilisaient pas les mêmes choses, mais ici on avait un système de déplacement de touches qui devait être combiné avec des touches supérieures pour coder une information. Et donc ce monsieur, après avoir inventé ceci, nous ramène vraiment à une histoire autour de la suprématie allemande de l'époque qui avait permis de travailler sur cette machine, mais aussi ça fait apparaître un certain nombre de familles de machines en Europe qui sont vendues, mais qui sont commercialisées à partir de 1923. Alors les ambassades, les gouvernements utilisaient également cette machine parce qu'elle pouvait coder les informations. Donc on pouvait envoyer une lettre avec une série de lettres qui apparaissent indéchiffrables, mais celui qui avait la machine Enigma pouvait les déchiffrer et pouvait recevoir les instructions. Donc du point de vue militaire, c'était un avantage important. Alors, notre dernier personnage, c'est bien Alan Mathison Turing. Oui, Alan Turing, c'est un nom très connu. C'est même celui qui a décrypté le fonctionnement de la machine Enigma. Celui qui a permis aux Anglais d'avoir un avantage sur l'armée allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui a permis de décoder comment le codage était fait sur la machine précédente. Alors Alan Turing, c'est aussi une très grande histoire. Avec Alan Turing, nous avons le déchiffrement de cette machine Enigma. Et nous avons également autre chose, nous avons la préfiguration de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, si on parle d'intelligence artificielle dans les téléphones, dans les smartphones que nous utilisons, nous pouvons nous référer à Alan Turing comme étant l'un des premiers à avoir mis ce travail en tour. On parle du test de Turing. Alors, j'ai évidemment fait appel à quelqu'un d'autre pour pouvoir mieux vous expliquer ce qu'est ce test. Et nous allons le suivre. Bonjour et bien devinez à mon accent de compagnie s'appelle Bubule. Bon, maintenant que vous me connaissez un peu mieux, j'aimerais vous parler du test de Turing. Il s'agit d'un test qui sert à repérer ces enfoirés de robots parmi nous. Parce que dans les films de science-fiction, il y a plein de machines qui tentent de se faire passer pour des humains. Et ces machines tentent presque toujours de nous détruire. D'où l'idée de ce test. Pour commencer, saviez-vous qu'à l'origine, le test de Turing ne s'appelait pas le test de Turing ? Ce test, imaginé par le mathématicien et cryptologue Alan Turing dans une publication de 1950, n'était même pas un test. Alan Turing emploie les mots « jeu d'imitation ». Dans son jeu d'imitation, Turing propose de mettre en confrontation verbale un humain avec un ordinateur et un autre humain à l'aveugle. Si l'homme qui engage les conversations n'est pas capable de dire lequel de ses interlocuteurs est un ordinateur, on peut considérer que l'ordinateur a passé avec succès le test. C'est d'ailleurs grâce à des nouvelles d'Arthur C. Clarke dont a été tiré le film 2001 l'Odyssée de l'espace que les termes test de Turing ont remplacé les termes de jeu d'imitation. Turing a prédit que les ordinateurs seraient un jour capables de passer le test. En fait, il estimait qu'en l'an 2000, des machines avec 128 mégaoctets de mémoire seraient capables de tromper environ 30% des juges humains durant un test de 5 minutes. En septembre 2011, en Inde, le programme informatique Cleverbot a convaincu 59% des participants qu'il était humain.
Et les humains, eux, ont été à peine plus convaincants avec 63%. Le test de Turing est fondé sur l'hypothèse que les êtres humains peuvent juger l'intelligence d'une machine en comparant son comportement avec le comportement humain. Mais chaque élément de cette hypothèse a été remis en question. Turing n'a jamais voulu que son jeu d'imitation soit utilisé comme une méthode pour mesurer l'intelligence des programmes d'intelligence artificielle. Mais il y a une chose dont il faut être certain, c'est qu'un grand nombre d'humains peuvent échouer au test de Turing. Et cela signifie-t-il que certains humains ont une intelligence artificielle? Donc, voilà. Après avoir parlé de ce test de Turing, nous vous invitons, très chers internautes, à vous abonner sur la chaîne Congo Design Art TV, à liker et à souscrire, et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro de Notions sur les arts numériques.